On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme, le sanguin est la raison d'être du beefsteak. C'est bien dit, non? C'est admirable. Oui. C'est très construit, la phrase est parfaitement construite, comme tout ce qu'écrit Barthes, la phrase est là. C'est aussi une forme de violence qui est faite à nos aliments quotidiens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mange rien, on avale des signes, le sanguin par exemple. On avale du symbole. On avale du symbole, et ce que fait Barthes, au fond, c'est par la phrase, c'est détruire la réalité pour la remplacer par des artefacts. Et le beefsteak, c'est un artefact total, un comble d'artifice. Où il y a le beefsteak bleu, sanguin, à point, etc. Et c'est ça qu'on consomme. Et ce qui est fort, je crois, dans la mythologie, c'est d'avoir réussi à montrer que l'idéologie ou le mythe, tout cela, c'était pas dans la croyance, dans la religion, dans les illusions idéologiques, non. C'était dans les objets quotidiens. Tellement fort. Qu'elle était, voilà. Il prend des objets de consommation courante, un steak, un striptease, on va en parler, tiens, je vais le montrer quand même. Un striptease, ou comment désexualiser la femme au moment même où on la dénude, dit-il. L'acteur du studio Harcourt, alors là, l'acteur pris en photo par le studio Harcourt, ça c'est formidable. La phrase est celle-là, il dit, enfin il y en a plusieurs, « Il faut que nous soyons saisis de trouble en découvrant, suspendu aux escaliers du théâtre comme un sphinx à l'entrée du sanctuaire, l'image olympienne d'un acteur qui a dépouillé la peau du monstre agité trop humain et retrouve enfin son essence intemporelle. » Michel Simon. Michel Simon, ici dans le rôle. Et ce qui est merveilleux en fait dans le travail de Barthes, c'est que il prend des objets de consommation courante, un acteur, du striptease, un beefsteak, et il en extrait ce qui précisément n'est pas périssable, ou donne le sentiment de ne pas l'être. Oui, alors on pourrait dire aussi presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est merveilleux, mais en même temps c'est très violent. C'est très violent. Voilà, par exemple, lorsqu'il dit... C'est une violence faite, mais à la société de consommation. Tout à fait. Lorsqu'il dit du striptease qu'en dénudant la femme, on la désexualise, oui. Ça veut dire, au fond, c'est Attila qui détruit tout. Là, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de beefsteak, il n'y a pas de Michel Simon. Il n'y a que des simulacres et des inversions même dans le simulacre de ce qui pourrait être beau. Quelques atomes d'érotisme, désignés par la situation même du spectacle, sont en fait absorbés dans un rituel rassurant qui efface la chair, aussi sûrement que le vaccin ou le tabou fixent et contiennent la maladie ou la faute. Efface la chair. Efface tout. Donc c'est le camouflage, c'est-à-dire c'est la technique petite bourgeoise de tout camoufler, de ne jamais avoir affaire aux objets en eux-mêmes, mais d'avoir affaire à des sortes de simulacres, d'artefacts, donc, qui sont pour le petit bourgeois une manière rassurante de vivre et de consommer. Vous avez nommé l'adversaire. Oui, tout à fait. Vous avez nommé l'adversaire. C'est pas le bourgeois, c'est le petit bourgeois. Le vrai problème, c'est pas tant la bourgeoisie que la petitesse. Oui. Par petitesse, ici, peut-être qu'il faut entendre, enfin, je ne sais pas si Barthes lui-même en parle, mais la partie la plus grégaire de nous-mêmes, ou celle qui questionne le moins les effets de pouvoir contenus dans les objets qu'on nous présente au quotidien. Par exemple, voici une affiche, Invaders from Mars, qui est peut-être le film préféré de Philippe Truffaut. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les mythologies barthésiennes, le martien, Mars, c'est la planète rouge. Donc, il le lie à la lumière de la peur du rouge, donc de la peur de l'Union soviétique. Et la méchanceté du martien, c'est la méchanceté du soviétique. Voilà, alors, le typique pour Barthes du petit bourgeois, c'est qu'il ne peut retrouver que le même. Il a beau chercher à aller sur Mars, il sera toujours le même qu'il retrouvera au bout du compte. Et il y a donc quelque chose d'obstinément bête dans la petite bourgeoisie, et de stéréotyper de manière fatale, dans cette impuissance précisément à dépasser son propre monde pour aller vers l'altérité. Plus le petit bourgeois prétend aller vers l'autre, plus il revient à lui-même et plus il reproduit lui-même. L'enjeu est de créer l'enjeu petit bourgeois.
Parce que c'est violence contre violence. Il y a la violence barthésienne, du travail de mythologie, c'est-à-dire de cette sémioclastie barthésienne qui reprend les objets, iconoclastie, qui brise les objets pour en montrer, pour en manifester les signes dont ils sont le témoignage. Mais cette violence-là, elle est d'une certaine façon une réponse à la violence implicite d'un univers qui ne se questionne plus. Qui ne questionne plus les signes distinctifs de son existence. Je crois que c'est assez typique de ce qu'ont été les intellectuels dans les années 50, 60, détestant au fond leur pays. Malheureux, très malheureux. Je crois que le monde français, la France des années 50, est absolument inesthétique. Et absolument... elle est partagée entre la petite bourgeoisie et un marxisme de plomb. Voilà. Alors, précisément par rapport au marxisme, ce qui est intéressant chez Barthes, c'est que pour lui, l'homme n'est plus aliéné à la nature, comme pour le marxisme. L'homme est aliéné au social. Et ça change tout. Il est marxiste, mais il est marxiste variant. Un marxisme structuraliste, un marxisme formaliste, contre le marxisme hegelien qui ressasse toujours les mêmes idées d'aliénation, de conscience malheureuse, de fausse conscience. Non, pour Barthes, l'illusion, elle est non pas dans la conscience d'un sujet dont il faudrait l'extirper par une sorte d'inquisition qui voudrait laver la conscience. Non, l'illusion, la mystification, l'idéologie est dans les choses, dans les objets, dans le langage, parce que le langage est parasité, enfin les choses, pardon, sont parasitées par justement le mythe. Le mythe ne cesse de voler les choses, de voler la substance des choses pour les remplacer par des artefacts, par des artifices. Par exemple, la déesse. Déesse. On faisait si grand cas de la déesse. La déesse est très ambiguë, parce que la déesse, c'est un beau mythe, c'est un mythe positif. La déesse, qu'il écrit évidemment comme une déesse, D-E-E-2-S-E, a tous les caractères, du moins le public commence-t-il par les lui prêter unanimement, d'un de ces objets descendus d'un autre univers qui ont alimenté la néomanie du XVIIIe siècle et celle de notre science-fiction. La déesse est d'abord un nouveau Nautilus. Oui, absolument. Alors, mais je crois que Barthes aime la déesse. Il aime la déesse parce que justement, c'est un objet qui signifie beaucoup de choses. La mécanique, l'utilitaire n'est plus là comme l'alibi justement à l'objet. L'objet est entièrement esthétique, une esthétique tout à fait moderne. Très, très structuraliste, parce que ce sont des surfaces qui se combinent. Ce n'est pas une mécanique lourde, c'est vraiment une combinatoire très lisse, très, très profondément lisse, si j'ose dire, ou une surface profonde. Et Barthes aime bien la déesse parce que, justement, la France sort enfin de cette espèce d'obscurantisme petit bourgeois pour trouver un objet qui a quelque chose presque du neutre, que Barthes va précisément développer comme thématique qui lui est propre. Qu'est-ce qu'il appelle le neutre? Parce que, par exemple, le neutre, il en parle à un moment dans les mythologies en parlant de la coupe de l'abbé Pierre. Il dit que c'est une coupe absolument neutre. C'est une coupe qui ne veut rien montrer, mais qui, par là même, montre qu'elle ne veut rien montrer. Et ça, c'est un point très important chez Barthes, c'est qu'il excelle à montrer ce qu'on montre en voulant cacher quelque chose. C'est le syndrome des lunettes noires. On met des lunettes noires pour dissimuler des larmes. En réalité, on met des lunettes noires pour montrer qu'on dissimule des larmes que, du coup, on est dispensé de verser. Oui, c'est le bercourage aveugle qui, justement parce qu'elle ne voit pas, nous permet de voir précisément, dans la pièce de Brecht, ce que tout son regard ne peut pas percevoir. Donc, Viens avec moi, Eric, on va se promener un peu. Ce phénomène de la déesse, par exemple, est pour moi typique d'un bel objet qui nous fait quitter les mythologies françaises pour aller vers la modernité et vers un univers plus formel, mieux construit, plus inventif. Et en ce sens, Barthes n'est pas seulement donc dans la violence... Dans la contemption de son époque, voilà. La haine de son époque, la critique de son époque. Il n'est pas seulement dans cette haine, il est aussi dans une forme de... Il a aussi envie de sauver son époque, et sauver le monde en quelque sorte, parce que l'intellectuel n'est pas là seulement pour le détruire, dans le ressentiment, dans la conscience critique, dans l'espèce de position de conscience malheureuse. Non, il doit aussi, justement, peut-être... bien sauver le monde, lui donner du sens. Asseyez-vous si vous préférez. Oui. Mais ce qui est intéressant, d'un point de vue strictement philosophique, sur le travail de Barthes lui-même, c'est que, je ne sais pas si on peut parler de neutre ici, mais il neutralise la valeur morale des objets pour s'intéresser à eux-mêmes. Je veux dire, il travaille sur le beefsteak, il travaille sur Minou Drouet, il travaille sur les Martiens, il travaille sur la déesse. Les objets existent séparément de l'intérêt objectif qu'on peut leur trouver. Et il les débarrasse, au fond, d'un jugement, d'un a priori qui voudrait que certains objets soient plus haut dans la chaîne de l'utilisation que d'autres, dans la chaîne alimentaire de l'utilité. Or, Barthes traite tout, d'une certaine façon, de la même façon. Oui. Comme Balzac,
peut le faire, comme Platon le faisait. Voilà, absolument, comme un écrivain ou un penseur authentique peut le faire. C'est-à-dire que l'important, c'est dans le regard qu'on porte sur les choses et pas dans la chose elle-même. Donc, en ce sens, oui, il y a une puissance, une capacité à penser le monde. Et en ce sens, Barthes se situe jamais, justement, dans la position de l'intellectuel arrogant qui regarderait le monde d'un point de vue du magistère, hein, mais il est vraiment dans le monde et dans un rapport très, très sensible, vraiment sensible au monde, et dans une familiarité aussi avec le monde. Barthes parle aussi bien du catch que précisément le monde où l'on catch. Le monde où l'on catch. Donc il y a aussi un rapport très, 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 oui, sensible et familier au monde. Mais est-ce que cette culmination dans la sensibilité, dans ce rapport sensible au monde, ne le rend pas plus sensible qu'un autre écrivain à ce qu'il ne comprend pas? C'est-à-dire ne le met pas en situation de chérir et de s'intéresser à sa propre ignorance. Je m'explique. Barthes faisait par exemple grand cas des haïkus. On va parler des haïkus. Mais en amont de cela, Barthes fait grand cas du Japon, précisément parce qu'il ne parle pas le japonais. Il dit ceci: le rêve, connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. C'est dans l'Empire des signes. La masse bruissante d'une langue inconnue constitue une protection délicieuse. Enveloppe l'étranger, pour peu que le pays ne lui soit pas hostile, d'une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle. Il dit ça en parlant du Japon, de sorte qu'il livre du Japon un tableau résolument impressionniste, avec la justesse que confère le fait de n'y rien comprendre. Alors, le Japon, ça va être pour lui l'Empire des signes. Précisément, un empire... Le titre n'est pas innocent. Le titre n'est pas innocent. L'Empire des signes, c'est-à-dire un univers, justement, où l'on est débarrassé de ces parasites du sens, et on a affaire, justement, au monde dans un fonctionnement strictement sémiologique, un fonctionnement strictement formel. Une science du signe. Voilà, strictement formel. Et le Japon, il faut dire, se prête bien à ça. Le Japon, esthétiquement, est aussi un pays qui, évidemment, naturellement, mais c'est un Japon aussi en grande partie inventé. Parce qu'il y a au Japon aussi une petite bourgeoisie très conformiste. Il avait besoin d'un Japon mythique pour faire un Japon mythologique. Absolument. Il avait besoin d'être attentif au fait que chaque geste, chaque démarche, chaque initiative, chaque invitation, chaque cérémonial est lourd d'un passé, d'un symbole, pour pouvoir le traiter lui-même de la façon qu'on a décrite quand on a parlé des mythologies. Oui, il y a un Japon conformiste, petit bourgeois, il y a même un Japon fasciste, dont Barthes ne parle absolument pas. Ce qui l'intéresse précisément, c'est trouver un espace où la position ne soit plus une position critique de démystification, mais une position précisément où on comprend le monde, mais en lui restituant sa puissance de signe. Il y a un propos de Barthes qui me semble très important. Il dit de la littérature: non, il est faux que la littérature soit là pour exprimer l'inexprimable, comme le mythe le veut. Non, c'est l'inverse. Il faut inexprimer l'exprimable. Voilà. Et c'est ce que fait Barthes avec le Japon, c'est que le Japon lui permet précisément cette espèce de raréfaction du monde. Le monde est raréfié, le monde n'est plus bruyant, bavard, assourdissant, comme le monde petit bourgeois parisien ou français. Le monde, tout d'un coup, devient plus silencieux, plus exact, plus beau, et précisément parce qu'il a perdu cette épaisseur sonore du bavardage humain. Donc, en ce sens, l'Empire des signes, c'est ça. C'est arriver à inexprimer l'inexprimable par cette puissance. Inexprimer l'exprimable. Oui, tout à fait. Mais pardon, quand vous parlez de silence, le silence dont vous parlez, oui, c'est pas la suppression du bruit, c'est la suppression du langage. Disons, le remplacement de ce langage-là par un langage qui serait supérieur, qui ne serait pas justement aliéné, comme le disait Barthes, à des contraintes ou à des assujettissements qui sont liés à la langue. Est-ce que le haïku fait partie de cela, puisque Barthes fait si grand cas du haïku? Pelant une poire, je ne lis pas le japonais, et d'ailleurs la traduction est d'une grammaire douteuse. Pelant une poire, de tendres gouttes glissent le long du couteau. Et voici le nom de Masaoka Shiki, voilà, qui est l'auteur de plus de 25 000 haïkus. Et alors, Barthes adore les haïkus, aime beaucoup ça, oui, dont il fait d'ailleurs le signe d'une mémoire sans souvenir. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire en parlant de ça, d'ailleurs. Il parle d'un instant pur, oui, et il va jusqu'à évoquer une mémoire sans souvenir. C'est une expression de Michel Léris, que Barthes reprend à son compte pour parler du haïku. Il dit: le haïku ne décrit jamais. Son art est contre-descriptif dans la mesure où tout état de la chose est immédiatement, obstinément
victorieusement convertie en une essence fragile d'apparition. Alors nous sommes là, je dirais, devant le réel poétique absolu, c'est-à-dire justement où le monde a cessé de bavarder, où enfin le sens inaliénable de l'objet est saisi. Alors là, ce sont ces gouttes, je dirais, du sucre, de la poire, qui sont saisies. Au fond, le réel est divisé à l'infini pour arriver à obtenir quelque chose qui serait comme le signe pur du monde, la fragrance d'un fragment. Déployé dans sa totalité. Et au fond, le haïku, c'est aussi une fragmentation. C'est aussi un monde fragmenté à l'infini, un monde qui est précisément, qui n'a plus cette espèce de lourdeur, d'épaisseur, de totalité du monde visible. Non, il est comme réduit, comme fragmenté ou fracturé, en quelque sorte, par le poème. Et en ce sens, Barthes voit dans le haïku quelque chose qui est comme, je dirais, la puissance poétique la plus radicale. C'est une radicalité formelle extrême et que Barthes apprécie pour cela. Regardez-le, cet homme merveilleux. La bonté de son regard transparaît dans chacune des photos qu'on a de Barthes, et on en a beaucoup. C'est une chose qui m'a toujours frappé. Une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. D'où vous vient Barthes, Éric Marty? Une vie entière quand même, à parler de lui un peu tout le temps. Et un peu tout le temps. Un peu tout le temps, un peu tout le temps. Pas à ne parler que de lui, naturellement. Bien sûr. Mais une vie entière en sa compagnie. Oui, parce que c'est une rencontre très importante. Je l'ai rencontré lorsque j'avais une vingtaine d'années, 20 ans. Voilà. Et donc, il m'a apparu comme une sorte, plus que comme un intellectuel, comme un maître, comme une figure de maître possible. Il y a quelqu'un qui transmettait plus que des idées, plus que de la pensée, mais un désir, le désir. La possibilité même d'écrire, de penser. Au fond, ce que Barthes m'a donné, c'est la phrase « tu peux écrire ». Tu peux penser. Et c'est un homme qui n'a jamais écrit de roman qui vous a donné cette possibilité, Éric? Pardon, mais c'est important. Oui. C'est un des paradoxes de Barthes. On ne sait jamais si l'on peut dire de Barthes qu'il est écrivain quand on parle de lui. Ou alors, s'il est écrivain, c'est qu'il est écrivain sans roman. Dire qu'il est écrivain sonne comme une évidence, et c'est une évidence immédiatement contredite par le fait qu'on ne peut pas... On n'a pas de roman de Barthes, hormis le roman de lui-même dont on va parler un peu. Alors, il y a des morceaux de roman, il y a du roman, mais il n'y a pas de roman. Et je crois que c'est très important pour Barthes de ne pas avoir écrit de roman. Il a tenté, il a voulu précisément faire autre chose que ce qui était peut-être son programme naturel, être un écrivain, être un homme de lettres. Et pour Barthes, non, il y a ce rapport toujours très négatif par rapport justement au mythe qu'est l'homme de lettres, qu'est la littérature. Et dans les mythologies, il y a un passage hilarant sur l'écrivain en vacances. Oui, voilà, ça passe par un balayage. C'est vraiment Attila dont on a parlé tout à l'heure. Il faut aussi que la littérature soit détruite pour qu'elle renaisse. Mais elle ne renaît pas telle qu'elle était avant d'être détruite. Le résultat, c'est que Barthes s'exprime par fragments, mais que les barthésiens, eux, font des romans. Ceci est de vous, Éric, je suis content de le montrer. Ça s'appelle La Fille, et c'est un roman. Et c'est en barthésien que vous avez écrit ce roman. C'est comme si Barthes... Vous savez, Socrate, quand il fait son autoportrait, dit... je peux aider les autres à accoucher, mais moi, le Dieu me retient d'engendrer. Celui qui me donne le pouvoir d'être sage-femme me retire le pouvoir d'engendrer moi-même. Est-ce que dans cette maïeutique barthésienne, le fait que vous ayez rencontré Barthes et qu'il vous ait aussi donné le sentiment que vous pouviez écrire un roman, il y a quelque chose de socratique au sens où lui-même s'arrêterait aux rives du Jourdain, aux rives de la littérature, et ses élèves, eux, franchiraient le Rubicon et passeraient à l'écriture. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Tout à fait. Alors, je crois que la figure de Socrate, dans le rapport au disciple, est tout à fait pour lui un modèle très puissant, mais il faut aussi qu'il y ait un rapport de désir entre le maître et le disciple. C'est-à-dire que le refus d'Alcibiade par Socrate, ça, il ne l'admet pas. Le fait qu'Alcibiade refuse de coucher avec Socrate. Et le fait que Socrate refuse Alcibiade. Oui, c'est Socrate qui refuse Alcibiade, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est un refus qui lui paraît absolument inadmissible. Vous voulez dire que Barthes ne refusait pas de coucher avec ses disciples? Ça, c'est pas la question. C'est pas la question. En tout cas, qu'il n'y avait pas cette position où le maître se fait maître dogmatiquement par le seul fait qu'il se prive précisément du rapport au corps de l'autre. Il y a au contraire une volonté d'outrepasser justement la discipline du maître philosophique pour une autre position, une position où justement l'individu ne renonce jamais, ne cède pas sur son désir. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Alors maintenant, ce que vous disiez, il y a quand même autre chose chez Barthes. Il y a aussi quand même une façon de se retenir, à savoir la position... Pardon, c'était ce que je voulais entendre en vérité. Mais la position de Moïse, qui ne franchit pas précisément la limite
et qui n'atteint pas la terre promise. C'est bien sa position. Il est dans la position de Moïse, devant la terre promise, et qui la voit, qui a sur elle, cette terre promise, le regard de la synthèse, comme il le dit, mais qui ne pénétrera pas. Et en effet, peut-être, a-t-il comme fonction d'ouvrir la terre promise, je dirais, à son peuple, ou à ses disciples, ou à quiconque le lit, au lecteur. Il ouvre la terre promise au lecteur, mais lui-même, précisément, ne va pas y pénétrer. Voilà la plage de Biscarrosse. On voit Roland Barthes. Avec son frère Michel. Avec son frère Michel et sa mère. Absolument. Et sa mère qu'il faut appeler maman ici, ou qu'il faut appeler Mam. Mam, selon plus exactement. Ouais. Quand la mère de Roland Barthes est morte, Roland Barthes a tenu un journal, journal tout à fait fragmentaire, c'est vraiment une ligne par page, journal de deuil, que vous avez choisi de publier. Quand le journal est paru, l'honnêteté commande de dire qu'on était quelques-uns à dire que c'était une drôle d'idée de publier ça, ça nous semblait presque indiscret. Mais peut-être avions-nous tort, peut-être était-ce mal connaître Barthes que de trouver indiscret la publication d'un tel journal, parce qu'au fond, chez Barthes, pour le coup, on n'est pas du tout dans une problématique proustienne où la vie de l'écrivain serait séparable en droit du personnage qu'il met en scène dans son œuvre. Chez Barthes, tout est mêlé et cela participe peut-être d'une refonte du roman chez lui, ça. Tout à fait. C'est-à-dire que la vie est écrite. Donc, il n'y a pas de séparation entre la vie et l'œuvre, non pas parce que, justement, l'auteur se projetterait constamment dans son œuvre, non, c'est peut-être l'inverse, c'est parce que la vie n'est qu'écriture, et donc, y compris son deuil, il n'a de sens, il n'a de réalité, peut-être pour lui, que sous cette forme fragmentaire de ces feuillets écrits jour, après le deuil, après la mort, et qui constitue, plutôt qu'un journal de deuil, d'ailleurs un journal de chagrin, une espèce d'expression de ce que le sujet moderne peut précisément éprouvé par rapport à la mort. Et en ce sens, Barthes est un des rares modernes à avoir fait cette épreuve de la mort. Je n'ai pas envie, mais besoin de solitude. Quiconque a fait un deuil, a expérimenté, a fait l'expérience en lui de cette tristesse infinie. Je ne parle pas de la tristesse qui est immédiatement consécutive à une mort, mais de la tristesse qui vient après, une fois qu'une mort sue devient une mort consciente. Quiconque a fait cette expérience sait qu'on n'a pas envie d'être seul, mais qu'on en a besoin. Et Barthes concentre ça, fait ses propres haïkus, en définitive, à partir de cette situation. J'ai presque envie de dire une situation native. C'est aussi ça qui fait que Barthes n'est pas comme Foucault, comme Lacan, comme Deleuze, comme les autres, qui sont des penseurs tout à fait remarquables, mais Barthes a ceci, qu'il met à l'épreuve, au fond, sa pensée par rapport à son existence et par l'écriture. Il ne recule pas, justement, devant la question du rapport à la mer. Pour le sujet moderne, la mer est un objet absolument insupportable, inexistant, ridicule. Même Saint-Augustin, déjà, avait peur qu'on rie de lui à cause du deuil qu'il avait pour sa mère Monique. Eh bien, on pourrait dire que cette espèce de hantise que le sujet intellectuel peut avoir par rapport à la figure mythique de la mer, Barthes l'assume totalement et va écrire ce journal de deuil en assumant complètement l'amour pour sa mère comme une chose dont il tente de penser la logique. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que ça n'est pas impudique? Oui, ce n'est pas impudique. Ça n'est pas impudique dans la mesure où c'est pris dans une ambition romanesque d'emblée, ou dans une ambition littéraire. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la vie est étendue jusqu'à la sphère de l'écriture, plutôt que... Parce qu'on se demande si ce qui compte, c'est l'écriture ou la vie, et en réalité, ici, on a le sentiment que c'est vraiment la même chose. Alors, moi, j'ai appelé mon livre sur Barthes « Le métier d'écrire », par référence au livre de Pavès « Le métier de vivre », comme si, au fond, pour Barthes, finalement, il n'y avait pas de différence entre vivre et écrire, qu'il n'y avait pas d'espace pour vivre, que le vécu, la vie, le quotidien étaient déjà comme pris dans un protocole d'écriture, était déjà un monde de signes, et qu'au fond, il n'y avait pas d'espace pour ce qui ne serait un déchet par rapport à l'écriture. Est-ce qu'on peut il n'y a pas de déchet. Est-ce que l'effet de Barthes, l'effet de la fréquentation de Barthes, n'est pas justement de donner à penser que le réel lui-même, plus on s'en approche, plus il nous fait l'effet d'un texte? Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est l'idée que c'est le monde comme texte, c'est l'univers, c'est cet empire des signes qui est partout. Avec justement peut-être que ceci, c'est que le mot texte ou le mot signe ne doit pas être abstrait, mais doit être investi constamment de sensibilité et d'humeur au sens pluriel, d'où l'importance de la musique pour Barthes, d'où l'importance du dessin, de la peinture, d'où l'importance de la sensualité, de tout cela. Donc le refus, une sorte de méfiance, de distance par rapport à un discours trop conceptuel, trop strictement abstrait. Le signe, justement, c'est ce qui manie, c'est ce qui allie à la fois l'extraordinaire concrétude
du choses. signe, des choses, et en même temps l'abstraction de ces choses par la forme même du signe. À ceux qui douteraient que Barthes sait écrire, hein, ou sache écrire, je ne sais pas si le subjonctif s'impose ici, comme à ceux qui ont expérimenté un chagrin d'amour, il faut proposer quelques lignes des fragments d'un discours amoureux, un des derniers textes de Barthes, à la rédaction duquel vous avez assisté avec quelques-uns, oui. Antoine Compagnon, les frères Bogdanov, qui faisaient partie du séminaire de Barthes. Et voici quelques lignes, donc, en guise de conclusion, façon de ne pas conclure pour nous. Écoutez ça. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde et à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. C'est du Roland Barthes. Merci Éric. Merci. Thank you.